L'échiquier international, soyez les bienvenus. Premier jour de l'Aïd, des pas de répit pour les Palestiniens. L'armée coloniale sioniste a procédé à des bombardements visant le camp de survivants d'El Boraj au centre de la bande de Gaza. 16 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués. Un drame sans nom, marqué d'une pierre blanche et rouge de sang d'ailleurs. Mais peut-être qu'on ne le dit pas assez également, mais l'armée sioniste n'a toujours pas réussi à désarticuler la résistance armée. C'est peut-être ce qui explique ce manquement à cet objectif militaire, explique l'intensité des bombardements aveugles. L'armée d'occupation sioniste entre déboires, enlisements et difficultés, malgré une force de feu nourrie par les armuriers américains, n'arrive pas à, comme on le disait, détruire une armée palestinienne de plus en plus aguerrie et organisée, il faut le dire. Hier, par exemple, dans le quartier de Gaza City, 3 hélicoptères sionistes ont transporté plusieurs hommes en treillis, blessés ou morts d'ailleurs. 8 autres colons armés tués également dans la journée d'hier à travers une explosion d'un transport de troupes militaires lors de violents combats à Rafah, dont un commandant. On le voit, les Palestiniens, ce peuple de la résilience, ce peuple de la résistance et de l'enracinement, bref, ce peuple ineffaçable malgré les lobbies, les réseaux internationaux, les compromissions des dirigeants occidentaux avec l'hydre sioniste et les mannes financières et médiatiques. Quel est donc ce feu qui nourrit ce peuple palestinien? On va tenter d'y répondre avec l'une de ses représentants dans le monde des lettres. C'est dans une poignée de secondes. Je le disais, le peuple palestinien, le peuple ineffaçable. Pour en parler, je reçois Suzanne Elkens, auteure, professeure de langue arabe également, mais c'est avec l'historienne, l'écrivain, la gardienne des mots et de la mémoire qu'on conversera ce soir. Bonsoir, Suzanne Elkens. Oui, bonsoir monsieur, bonsoir et merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors rapidement, Suzanne Elkens, vous êtes née à Gaza, 10 ans après la Nakba. Vous avez donc vécu également dans plusieurs pays, dont l'Algérie d'ailleurs. Vous avez votre dernier roman s'intitule De feu et de glace, titre donc de votre dernier livre qui est sorti en 2023, où il est question, bien naturellement, de votre pays natal, la Palestine. Alors, on pourrait citer également d'autres livres, La Maison du Negev, sorti il y a quelques années, ou encore Ma mère, l'escargot et moi, une série de livres où il est question, bien entendu, de la Palestine en trame de fond. Alors, je parlais de cet aspect farouche des Palestiniens, et vous l'incarnez à travers votre écriture, à votre manière de conter certains récits. Vous avez à la fois une pudeur, cela transparaît à travers l'écriture, votre écriture acérée, pas de place pour le larmoiement, pas de place pour la victimisation. Même la tragédie est contée d'une certaine manière, avec un verbe appuyé et beaucoup d'humour d'ailleurs. L'écriture comme arme de résistance, Faiza Elkens, cela représente quoi pour vous? Comme arme, enfin moi je n'utilise pas l'écriture uniquement comme arme de résistance. Je suis écrivaine, donc bon, enfin c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre parce que ça vient à moi. Je suis palestinienne et les actualités sont tellement terribles depuis longtemps et de plus en plus que je ne peux pas m'empêcher d'écrire mon ressenti, de dire ce que je pense, ce que j'ai à dire aux gens pour pouvoir communiquer avec eux à travers l'écriture et présenter aussi ma personne, mon histoire, qui est couplée à l'histoire palestinienne. Alors on va essayer, peut-être vous avez du mal à utiliser des mots pour qualifier votre écriture, on va tenter, vous me direz ce que vous en pensez. Vous usez par exemple beaucoup de métaphores, de l'humour aussi, je le disais. Par exemple, dans votre livre qui a pour titre « Ma mère, l'escargot et moi », l'escargot donc serait une métaphore de la Palestine, un escargot qui erre, mais avec sa maison sur le dos, un peu comme le peuple palestinien, on ferait le parallèle d'ailleurs. Ou encore dans un autre livre, « La maison du Negev », la narratrice
qui est immobile, paralysé, mais cela ne l'empêche pas de voyager, de pérégriner à travers ses pensées, ses souvenirs, de donner vie à son esprit. Finalement, vos livres sont traversés de héros qui sont de prime abord donc fragiles, mais à y voir de plus près, beaucoup plus forts qu'on y pensait. Une métaphore donc de la Palestine, comme je le disais. Qu'est-ce que vous en pensez de cette présentation? Je ne sais pas. Oui, ben c'est comment dire, c'est un effet miroir en fait. Les Palestiniens ils sont dans une situation de fragilité, mais en même temps, et ce n'est pas contradictoire, de résistance et de combat. Et c'est là où, si vous voulez, il faut tenir à ça pour pouvoir continuer. Parce que tout ce qui s'est passé ces années-là, depuis 1948 et bien avant, les miens, les Palestiniens, ont été, comment dire, on a tout essayé pour les effacer. Et leur résistance, leur succès, c'est d'avoir résisté à l'effacement. Maintenant, avec ce qui se passe depuis le 7 octobre, et je tiens à le dire bien, enfin, je n'ai pas à le rappeler en Algérie parce que, voilà, le peuple algérien sait de quoi il s'agit, mais quand on vit en Europe, je le dis, comme beaucoup d'amis à moi disent, ce n'est pas le Big Bang de l'humanité, quoi. Ça a commencé bien avant. Le 7 octobre n'était qu'une résultante de l'oppression et de la tentative d'effacement du peuple palestinien. Justement, alors, tout à l'heure, vous avez dit, c'est difficile pour moi de décrire la situation, c'est difficile pour moi de parler de ce qui se passe à Raza, mais quel est votre ressenti aujourd'hui avec, depuis 9 mois de bombardement, il y a c'est beaucoup plus ambivalent que ce que nous présentent les médias. Les Palestiniens, eux, parlent à la fois d'espoir, mais de désespoir en même temps. Il y a des bombardements, il y a un drame humain, mais en même temps, il y a de l'optimisme parce qu'il y a une résistance armée. En même temps, on voit la rue occidentale, même certaines rues arabes, qui fait et cause pour ce combat qu'on pensait complètement mis à la marge après quelques années d'intense lobbying. Vous, personnellement, vous, l'auteur, vous êtes dans quel état d'esprit? Écoutez, je suis l'état d'esprit des miens là-bas. Et je sais qu'il est très difficile. Mais après tous ces sacrifices, tout ce sang versé, on ne peut pas, rendre les armes parce que, enfin, c'est ce que cherche Israël pour nous détruire davantage. Même si la situation sur le plan humain est très très compliquée. Et moi, je les entends quand ils se plaignent, quand ils n'en peuvent plus. Mais pour moi, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Parce que ce sont eux qui sont sous le feu, ce sont eux qui sont sous les bombardements. En même temps, nous, parce que je n'ai pas la chance ni le droit de revenir dans mon pays, ni d'aller à Gaza, mon lieu de naissance, celui de mes parents, celui de mes grands-parents. Donc, il faudrait qu'on fructifie ce qui s'est passé. En fait, cette résistance armée, ce n'est pas une armée qui tient tête à une grande armée qui était connue, reconnue, l'image d'Israël, l'image de son armée. Eh bien, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient. Donc, les Palestiniens, les miens, ils font ce qu'ils peuvent. Et je sais que je peux pas, moi, parler à leur place, mais je les suis enfin, jour et nuit, je les suis, je vois ce qui se passe, personne par personne. Je sais on n'arrive plus à compter les morts, malheureusement, parce que on ne sait plus quoi dire. Puis surtout, c'est des femmes, des enfants, des hommes aussi. Et moi, tout ce que je voudrais qu'ils tiennent, je voudrais qu'on tienne, et surtout, comme je le disais là, qu'on fructifie, cette nouveauté dans la situation où on a les rues occidentales, c'est-à-dire qui ne suivent pas leurs médias, qui ne suivent pas leur gouvernement, qui sont dehors et qui nous soutiennent. Donc, il faudrait qu'on fasse quelque chose de ça, quand même. Construire quelque chose de nouveau, de nouvelles bases. Et c'est-à-dire, il faut qu'on pense au jour d'après. Comment reconstruire Gaza et sur quelle base?
Et voilà, donc c'est quand même beaucoup de choses à faire. Alors, je le disais au début, un Aïd dans un paysage et moment post-apocalyptique, mais les Palestiniens, dans un courage surhumain, s'organisent, ont organisé par exemple ce matin des prières et autres festivités, comme au niveau du camp de Jabalia, où les offices religieux pour l'occasion de l'Aïd donc ont eu lieu, tant bien que mal d'ailleurs. Il y a également eu une foule nombreuse, en dépit de 9 mois de bombardement pour le Salat, la prière donc de l'Aïd. Cela nous rappelle Hind Raliani, que vous connaissez, puisque c'est l'héroïne de votre roman, Glace et Feu, et ce fameux dilemme entre comment on va dire, la fatalité et l'hymne à la vie. Comment les Palestiniens, donc je vous pose la question, je sais que la réponse sera forcément complexe, mais comment les Palestiniens arrivent-ils à transcender leur sort avec ce dilemme entre fatalité et cette joie de vivre? Enfin, ce n'est pas la joie de vivre, mais c'est une résistance à la mort. Ils font ce qu'ils peuvent. Vous m'avez parlé de cette image de la prière euh, parmi les décombres. Et c'est terrible, c'est touchant, et en même temps, c'est plein de vie parce que ils sont seuls, en fait. Ils sont seuls. Donc, ils s'accrochent au moindre petit espoir. Qu'est-ce que vous voulez? Ils disent Allah, ils prient, et en même temps, ils résistent. Parce que l'armée israélienne, malgré ce qu'elle a subi le 7 octobre et ce qu'elle a fait pendant ces 9 mois, comme vous dites, eh bien, elle n'arrive pas à casser la résistance. Et le peuple, il a compris l'enjeu, en fait. Parce que si maintenant ce mouvement de résistance armée rend les armes maintenant, ce n'est pas possible. C'est ce qu'on lui demande de faire. Donc, Ce qu'on lui comment on somme appelle de ça, faire. cesser le feu de quelques jours, et ils ne vont pas le respecter parce qu'ils n'ont jamais respecté ni le droit international, ni les sommations. Là, ils ont perdu leur image, enfin, elle a été écornée, si vous voulez, au niveau international. Mais Alors, là où ils sont aux abois. Donc, ils font n'importe quoi. Et c'est ijram, comment dire, vous voyez. alors, on parle de la résistance armée palestinienne, bien sûr, quand on évoque la force, mais la force répond également à d'autres modalités, par exemple ne pas ployer, de résister debout. On regarde ces images, cela se passait hier en Cisjordanie occupée. Si la régie daigne nous envoyer les images. Oui. On attend les images de la Cisjordanie occupée, la régie. Bon, c'est pas grave, la régie. D'accord. Oui, mais moi, Voilà, je voilà, vois. ça arrive. Voilà, on le Voilà. voit, hein, ce sont des rassemblements, donc c'était hier, hier en Cisjordanie occupée, des centaines de manifestants chrétiens et musulmans, main dans la main, pour soutenir la résistance armée dans la bande de Gaza, mais aussi pour crier leur solidarité pour les martyrs des massacres. On le voit, ça transcende à la fois les communautés, les religions, un seul peuple, un seul corps, une homogénéité. Et c'est ce qu'on disait, la force des Palestiniens est là. Oui, c'est de résister à l'effacement, de rester sur la... Parce qu'ils ont tout fait pour les transférer. Vous savez, un transfert, comment dire, une politique de transfert qui était depuis la création de l'État d'Israël. Mais surtout, C'est-à-dire pardonnez-moi, déplacer les Palestiniens. mais surtout, je reviens à votre roman donc, de Feu et de glace, c'est le motif de la glace, justement, qui est le symbole un peu, quand on lit votre livre, c'est le symbole de l'inertie de l'homme et de la capacité de la femme à traverser les pires épreuves. On y est, non, quand on voit ces images? Oui, oui, ben écoutez, c'est leur force, malgré la faiblesse de leur position. C'est leur force de pouvoir tenir, enfin, moi, cette image, pour revenir à mon livre, à mon dernier livre, qui est entre cette De femme Feu et de qui est en glace. train de mourir et qui va vers les glaciers, vers un monde qu'elle ne connaît pas. On pense qu'elle se laisse aller, qu'elle voudrait mourir, s'éclipser dans les glaciers. Mais en fait, non, ces glaciers-là, pour les traverser, il faut
comment dire, il faut un moteur qui l'anime à cette femme pour pouvoir avancer dans ces glaciers, pour trouver une rédemption en traversant ces glaciers. Mais même la Donc, c'est métaphore de la glace, à la fois, comme je disais, c'est l'inertie, mais en même temps, ça renferme des potentialités, des forces, puisqu'il s'agit de l'eau. Une fois que la glace fond, il y a une force, le flux de l'eau. Donc, ça symbolise également la force, la volonté d'aller de l'avant. c'est pas une inertie de plus en plus maintenant, avec le réchauffement climatique. Sous la glace, il y a l'eau, et l'eau, elle pousse la glace, donc la glace, elle bouge. Et il y a les glaciers qui fondent, vous voyez, c'est pour parler un peu de l'actualité écologique. Donc, cette femme, par moment, par désespoir, c'est ce que vit aussi quelquefois, moi, des amis ou de la famille me disent que il y a des moments où ils préféreraient mourir plutôt que de vivre ça. Et puis, ils reprennent, et puis à l'Aïd, ils font des gâteaux, ils vont faire la prière, Ils ils se s'habillent rendent aussi. visite. On a vu des images où il y avait des jeunes filles à Raza qui s'habillaient, qui arboraient des robes avec des couleurs vives. C'est ça, quand je disais tout à l'heure, c'est une hymne à la vie. Absolument, absolument. Même si c'est dans des difficultés qu'on ne peut même pas décrire, quoi. Il n'y a pas de mots pour dire ce qu'ils vivent là-bas. Vous savez, ils n'ont pas où aller. C'est-à-dire, c'est une situation un peu inédite parce que dans d'autres conflits, les gens ils vont vers un pays voisin en attendant. Mais là, rien. Ils tournent comme ça autour d'eux-mêmes et où qu'ils aillent, ils sont bombardés, ils sont tués d'une façon très sauvage. Mais ça veut dire aussi qu'Israël est aux abois s'ils en arrivent là. Alors, on a parlé à l'époque des croisades otaniennes contre l'Irak, contre la Syrie et le sort réservé des chrétiens de ces pays, alors soi-disant des communautés chrétiennes qui auraient été ciblées par des hordes de musulmans. Mais on parle rarement, du moins en France, hein, de ces chrétiens palestiniens qui sont sous le joug de la bottine coloniale sioniste, alors que la communauté chrétienne de Palestine est une des plus vieilles communautés chrétiennes du monde. Comment vous expliquez ce différentiel de traitement quand il s'agit des Palestiniens, chrétiens palestiniens, j'entends? Ben, écoutez, parce que quand vous dites c'est une des plus vieilles, sinon c'est la plus vieille. C'est le pays où naît Sayyidina Isa. Donc, vous voyez, si vous allez à Jérusalem, il y a les églises, enfin, et puis il y a une fraternité. C'est même pas une fraternité, c'est-à-dire que c'est un chrétien. Enfin, il y a une question à laquelle les Palestiniens n'ont pas répondu. C'est quand on demande à quelqu'un s'il est chrétien ou s'il est musulman. C'est une question à laquelle ils ne veulent pas répondre parce qu'eux, ils disent « moi, je suis palestinien ». Voilà, point. Et nous avons le même combat contre cette colonisation des Israéliens et ils ont essayé de les séparer, comme ça s'est passé dans d'autres pays. Au Liban. C'est vrai que oui, au Liban, encore que ce n'était pas qu'un conflit religieux, vous voyez, il y avait une partie religieuse, mais la Palestine a été préservée, Dieu merci, comment dire, de cette différence. On a observé des offices religieux où on rendait hommage à la Sainte Marie, où des musulmans et des chrétiens priaient ensemble dans des vieilles mosquées. C'était en Cisjordanie où on rendait donc un office religieux à Marie ou à certains prophètes, où il y avait à la fois un rassemblement entre chrétiens et musulmans. Oui, oui, mais ça a toujours été le cas et ça l'est encore plus maintenant. Vous savez, c'était un prêtre dans une des villes de Dafar al-Gharbia, de Cisjordanie, parce enfin, des fois ils détruisent des mosquées. Ils ont dit, eh ben, écoutez, s'ils détruisent la mosquée, moi j'irai faire le Aden. C'était un prêtre. Donc, vous voyez. Belle image d'espoir. Alors, Suzanne Elkens, un mot de politique, puisque vous vivez à Nantes, vous vivez en France. On va parler un peu, si vous le voulez bien rapidement, du dernier vote européen. Et il y a une percée de l'extrême droite en France, mais aussi donc, sur l'ensemble du continent européen. Pardon ?
Oui, oui, en Europe, hein, C'est une même dans extrême l'Europe droite. du Nord, oui. Alors, c'est une extrême droite plutôt pro-sioniste. Serge Klarsfeld, par exemple, le fameux chasseur de nazis, enfin chasseur de nazis en pays de cocagne, hein, lui dit par exemple soutenir le Rassemblement national, car le Rassemblement national soutient les sionistes et soutient l'entité sioniste. Et quand on lui dit mais c'est un mouvement d'extrême droite, donc raciste, il dit peu importe, ils peuvent être fascistes, racistes, tant qu'ils soutiennent l'entité sioniste. Ça me va, dixit Serge Klarsfeld, et c'est exactement ce qu'a dit. Oui, là, C'est exactement beaucoup ce qu'a de, dit. comment dire, C'est exactement les ce. gens de gauche, moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas de quelqu'un comme Klarsfeld et son fils qui est pire que lui. Mais ça, moi, ça ne m'étonne pas parce que là, ils sont démasqués, en fait. Cette soi-disant gauche antifasciste et tout, et ben là, ils sont prêts à aller avec le fascisme pour soutenir leur Israël, qui est un État colonialiste et fasciste. Vous savez que le mot colonisation n'existe pas en hébreu. Et comme il n'existe pas en hébreu, pour eux, c'est pas une colonisation. Moi, j'insiste sur les mécanismes de domination coloniale qui sont à l'œuvre depuis 1948. Donc, vous voyez, là, c'est-à-dire que cette gauche, une certaine gauche en France, pas toute, mais quand même une gauche, c'est une gauche de l'impérialisme, quoi, en fait. Je l'appelle comme ça, c'est une gauche de l'impérialisme. Moi-même, à mon niveau personnel, je me suis fâchée avec beaucoup d'amis, justement, parce que, voilà, pour eux, Israël, mais nous, Israël, c'est pas, c'est-à-dire l'antisémitisme, c'est pas notre affaire. C'est l'affaire des Européens. C'est eux qui ont fait ce qu'ils ont fait aux Juifs. Et c'est nous qui payons le prix. Moi, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Moi, je parle de notre résistance, de notre peuple, de ce qu'on voudrait, de ce qu'on vit. Voilà. Mais c'est comme le vocable, c'est comme le terme. Au début, il fallait condamner le Hamas, il fallait dire qu'on n'est pas antisémite. On n'est pas antisémite, mon Dieu, on n'est pas antisémite. Ça n'existe pas chez nous, l'antisémitisme, dans sa forme européenne qui est là depuis mais Suzanne Elkens, vous qui maniez les mots, l'antisémitisme est un fourre-tout, est un mot valise, puisque nous, on est sémites. Donc, on n'a pas à être antisémite, on n'a pas à être dans la détestation de soi. On serait plutôt judéo-critique ou judéophobe si on poussait l'extrême, si on poussait le vocable à l'extrême. Mais on n'a pas à être antisémite ou pas, ça ne veut rien dire pour nous. Ce n'est pas un mot qui nous sied. Non, pas du tout, mais bon, bah, c'est voulu. On met antisémitisme et racisme. L'antisémitisme, c'est une forme de racisme aussi. Mais là, on sépare. Et puis, il y a l'islamophobie qui sévit. C'est très difficile de vivre. Comment vous vous sentez en France ? Comment vous sentez en France, vous, palestinienne, vous qui êtes une militante à votre façon, qui dénoncez un peu l'État colonial et le génocide à Gaza. Quel est l'environnement en France avec justement cette montée de l'extrême droite, cette exacerbation des esprits, ce racisme à l'endroit des musulmans, mais également des Arabes, pour le dire rapidement. Quelle est la situation sur place ? Comment vous vous sentez ? C'est une existence difficile dans un milieu hostile, mais nous avons des amis, nous faisons des manifestations. Il y a de plus en plus de gens qui adhèrent dans l'opinion publique, sauf que les Français, tout comme les Allemands, comme beaucoup d'Européens, s'alignent sur la position américaine. Très bien. Tout ce qu'il y avait comme indépendance, par exemple des Français du temps de De Gaulle ou même ça a suivi, ça ne l'est plus. C'est un alignement sur les positions américaines. Et c'est très difficile pour nous. On a été, vous savez, sanctionnés pour le port d'un kéfier, pour le port d'un pins, pour avoir dit vive la Palestine. Merci, Suzanne. Voilà, on nous accusait d'être des terroristes, tout simplement. Des gens étaient devant les tribunaux. Merci, Suzanne Elkens.
il n'y a pas Très la bien. liberté d'expression est très réduite en France. Merci, merci. On arrive à la fin. Malheureusement, on arrive à la fin. Je suis obligé de vous presser parce qu'on arrive à la fin de notre rendez-vous. L'échiquier international est terminé pour aujourd'hui. Suzanne Elkens, merci d'avoir été des nôtres. Très ravi. J'invite les téléspectateurs à vous précipiter sur vos livres. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous dis à bientôt. Tout de suite, le reste de l'actualité. Et quant à moi, je vous dis à demain et bonne soirée.